Moi, je m'appelle Frédéric Figeac. Euh, comment me définir? Disons que ce qui m'amène ici, je pense, c'est que je m'intéresse à tout ce qui est culture populaire, déjà, de toute façon. Et ça depuis très tôt, parce que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a mis dans le jus à son insu, de son plein gré. Et ensuite, la vie a fait que j'écris. Enfin, j'aime pas dire que je suis poète. Je fais de la poésie, ça, oui, j'en suis sûr, mais je suis poète, ça, on va dire, c'est le mot que j'emploie parce que j'en ai pas trouvé de mieux. Mais ça recouvre tellement de choses que ça peut être source d'incompréhension. Mais bon, je fais de la poésie et à ce titre, je me suis retrouvé à la tête avec une équipe, hein, d'une revue de littérature occitane qui existe depuis 1923. Donc on a fêté notre centenaire et qui entend témoigner de la vitalité de cette culture et de cette langue encore aujourd'hui. Donc c'est la problématique sans cesse renouvelée d'une langue vieille qui a des choses à dire encore aujourd'hui sur le monde d'aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de surtout jamais, en étant justement un pied dans cette revue, où il y a aussi des expérimentations, de la performance visuelle, etc., de ne jamais couper, de ne pas faire la séparation entre ce qu'on pourra appeler, ou ce que certains appellent, j'emploie le mot, moi je ne l'aime pas, la culture savante, et ce que les mêmes désignent, mais de façon un peu, voilà, pas méprisante, mais en tout cas, c'est moins, la culture populaire. Je pense qu'elles ont beaucoup à partager dans la réalité, et sans parler de la problématique écrit-orale. Voilà. Donc ça m'intéresse beaucoup. Comment les paysans, par exemple, puisque je me suis beaucoup intéressé à cette classe de population, produisent depuis tout le temps de la vraie poésie, non enregistrée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pas forcément de manière sonore, mais même pas forcément consignée par écrit. Et ce qui est le plus étonnant quand je travaille sur ce sujet, c'est comment, avant même que des gens viennent avec des moyens modernes fixer ces interprétations, comment ça, on peut reconstituer que ça s'est transmis pendant des siècles, voire des fois un millénaire, mais de façon purement orale. Et là, ça rejoint la problématique du conte aussi dans le monde entier. C'est pas... Et justement, le sujet qu'on va poser, c'est la question du rite. Est-ce que tu fais des liens entre culture populaire et rite? Oui, dans le sens où justement ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Des choses que faisait alors sans parler de rites au sens strict, mais des rituels que faisait ma grand-mère là je vais parler beaucoup des femmes, parce que les hommes commençaient déjà à s'en détacher, semble-t-il, alors que les femmes étaient, lorsque j'étais enfant et jeune ado, continuaient un petit peu à en être dépositaires de certains rituels, comme par exemple la manière très, très particulière de relancer le feu le matin dans la cheminée. C'est quelque chose c'était quelque chose, en tout cas chez ma grand-mère, d'extrêmement codifié. D'ailleurs, j'ai oublié maintenant. On a eu le droit de ne le faire que lorsqu'on l'avait suffisamment observé, qu'on était jugé capable de pas trop mal le faire, par exemple. Mais ça pouvait être aussi chez la tante d'une cousine, qui a voulu lui transmettre d'ailleurs à cette cousine son savoir. Le rituel, c'était le matin, en prenant justement toujours le rite autour du feu, en prenant des braises encore, de les faire tomber dans un seau d'eau, et de savoir comment allait se passer la journée, un peu comme on lirait le café, le marc de café. Voilà. Et c'était réellement des rituels, au sens que c'était extrêmement codifié, ça renvoyait à des croyances, et c'était vivant. Pour le coup, là, à l'époque où j'en ai entendu parler pour cette cousine, où moi j'ai vu ma grand-mère en parler, quoi. Et une autre chose, mais ça j'en ai pas été témoin direct, c'est simplement 2 secondes main, parce que la dame qui était à côté, qui habitait à côté de chez ma grand-mère, était trop vieille, je ne pouvais pas l'interroger ni même lui en parler. C'était, d'après ma grand-mère, quelqu'un qui était ce qu'on appelle dans les pays occitans, si on le francise, on va dire un armier ou une armière, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des âmes.
L'arme, c'est l'âme. C'est les armes aussi en occitan, mais c'est aussi l'âme. Et c'était une catégorie de gens, souvent des femmes, mais pas seulement, dont le travail, et alors là c'est vraiment affaire de rituels très compliqués, les familles venaient les voir et leur travail c'était d'accompagner le passage du défunt de l'état de vivant à l'état de vrai mort, c'est-à-dire ayant fait son chemin et ayant... tout ça, je le raconte après, je le réinterprète. Ma grand-mère me le racontait avec d'autres mots. Hein. Mais d'avoir fait leur chemin qui permet de ne plus venir importuner ou de ne plus risquer de venir importuner les vivants. Et là, on rejoint des choses qu'on a pu étudier en Afrique ou ailleurs. Et ça m'a passionné. Vraiment, c'était quelque chose de... Mais plus parce que j'étais curieux, ça me perturbait. C'était quelque chose, voilà, l'histoire de voyage de l'âme qu'il faut accompagner en accomplissant des rituels qui sont accomplis par des gens qui savent, et ça aide en parallèle l'âme, tout un chemin qui était décrit. Je me souviens qu'il y a un chemin, parce que ça m'avait frappé moi, puisque mon prof me faisait lire Chrétien de Troyes, à l'époque, et on était je me souviens d'un épisode, je ne sais plus si c'est dans Solo, le Chevalier à la charrette, enfin peu importe, il y a une histoire de pont de l'épée, il y a une épreuve, et il doit passer le pont de l'épée. Et le terme était exactement la même en occitan, et ma grand-mère me disait, oui, il les aide, et quand il y a le pont de l'espado, le pont de l'épée. Et ça, je l'ai retrouvé après dans des études d'ethnographie, particulièrement sur les Pyrénées. Alors je ne me souviens plus c'est Fabre, ce grand ethnologue, enfin, un type alors là quelqu'un que j'ai failli rencontrer, que je regrette de ne pas avoir rencontré, mais je lis tout ce qu'il a pu écrire, c'est une mine, c'est insondable. Et donc lui a beaucoup travaillé sur ça, et moi j'étais très étonné après quand j'ai commencé à m'intéresser à la culture occitane, de retrouver ça, dont j'avais eu alors là pour le coup que des bribes, parce que je n'avais pas pu voir la dame en question, mais ma grand-mère me disait, voilà. Et il y a un lien entre ces rituels, et toi, tu le décris comment, ce lien entre ces différents rituels dont tu as des traces aujourd'hui? Alors, moi, je le décris tel que je l'ai reçu. C'est pas forcément une description, mais c'est plutôt par rapport à moi, comment je suis, pas rentré dedans, mais comment j'ai eu le contact. Il s'est trouvé que ça se faisait avec des gens qui étaient encore dans la langue occitane, pratiquement exclusivement, comme si c'était une gare. Alors pour le coup, je vais dire quelque chose que je n'aime pas dire, mais comme si le fait de maîtriser encore la langue était une forme de conservatisme ou de réaction au sens de résistance à garder des modes de vie, des modes de pensée qui après se sont vite dilués dès qu'une autre langue est vraiment devenue plus prégnante. Moi, ça passait par la langue, et en particulier ce dont je parlais par rapport à la cousine, sa tante, et qui avait décidé elle voulait lui passer le don. Il y a ça aussi. Et elle, qui était jeune, qui faisait ses études d'infirmière, n'avait pas voulu, parce qu'à l'époque, si c'était un patois, ça ne l'intéressait pas. Elle était dans les études d'infirmière, elle était dans le scientifique, comme si ça excluait le reste, mais en tout cas, elle était bien formatée, mais elle ne l'a jamais été complètement. Et maintenant, elle s'en mord, mais littéralement les doigts, parce qu'elle dit, j'ai une expérience que je n'ai pas acceptée. Voilà. Et ça se passait effectivement dans cette langue. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas un autre lien qu'on aurait pu trouver, mais quand Fabre a fait ses études, c'est un travail où les gens le vivaient dans les Pyrénées, dans la langue aussi. Voilà. Il y avait une culture très prégnante. Alors on peut imaginer que la langue est un levier. Est-ce que l'urbanisation aussi est un autre élément? Est-ce que ce dont tu parles est lié quasi exclusivement à la ruralité ou pas? Alors oui, je parle de la langue. Maintenant, il y a un autre côté. Il y a ce côté de la ruralité, pas forcément comme un milieu qui est arriéré, mais comme un milieu, ça m'intéresse beaucoup aussi, comme un milieu où on a une façon de penser qui peut déboulonner quand on n'est pas curieux, quand on ne va pas assez loin, quand on ne cherche pas. C'est-à-dire on peut adhérer à des choses qui arrivent, mais on continue à garder d'autres accointances. Et en fait, on les fait avancer ensemble. Par exemple,
alors je ne sais plus quel est le nom de cet historien, lui il a étudié sur le Moyen-Âge, mais dans des choses qu'il évoque, moi j'y retrouve des choses que j'ai vu faire à ma grand-mère, qui était pour elle une sainte catholique, mais elle faisait des choses qui étaient en contradiction totale, et qui n'étaient pas simplement de l'ordre d'un reste de superstition, non, quelque chose de très construit, mais qui n'allait pas du tout avec, non, enfin normalement ça n'allait pas avec. De la même manière qu'elle était très elle écoutait les nouvelles techniques qui arrivaient pour cultiver, etc. Mais elle était encore dans des comportements qui étaient de l'ordre de la magie. On faisait, avec le vivant, il fallait avoir plusieurs fers au feu. Et ça, c'est quelque chose, apparemment, ça, je ne l'invente pas, mais parce que je l'ai réalisé que récemment, en lisant justement des travaux d'histoire, c'est quelque chose apparemment qu'il y a dans pas une mentalité, mais une manière de penser paysanne qui fait qu'on garde des éléments comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Donc en fait, même quand on dit oui, même quand on est bien dans le moule prégnant à ce moment-là, il y a des degrés d'adhésion et ça se retrouve sur un tas de choses. Quelque chose qui est de l'ordre du rituel, par exemple aussi. Enfin, oui, puisque ça se reproduisait régulièrement pour tous les enfants. Notre génération, ça a été fini. Mais jusqu'à mon père, en Dordogne, mais dans d'autres endroits, et même dans des endroits où il n'y a pas l'occitan. Ce n'est pas lié forcément à l'occitan. Quand je dis à la langue, c'est lié à une manière de parler la langue qui n'est pas laminée par un système contrôlé complètement par l'éducation, par certains médias, etc. Il y a encore des possibilités, justement, comme je disais, d'essayer de tisser ensemble des choses qui, normalement, ne vont pas ensemble. Et pour les prénoms, par exemple, le fait de donner un nom aux gens, il y a finalement pas seulement c'est pas que dans les civilisations amérindiennes qu'on trouve le fait que on va changer de nom dans son existence, que la communauté peut t'allouer un autre nom en fonction de quelque chose que tu as fait, que toi aussi. Là, il y avait une espèce de jeu entre les différents cercles de sociabilité dans la communauté paysanne qui faisait que on allait à l'église, on était bien chrétien, il y avait un nom de baptême, qui était celui qui était déclaré également à la commune, mais en fait, jamais au grand jamais, tout croyant qu'on était, on appelait cet enfant-là de ce nom sa vie durant. Mon père a un prénom, qui est son prénom d'état civil, mais jamais on ne l'a appelé comme ça. Au point qu'il me disait que lorsqu'il a été jeune adulte et qu'il est rentré dans la vie au travail, il avait un peu de mal des fois, quand on l'appelait, il ne fallait pas remettre sur le bon canal. Mais à ça s'ajoute que ça allait plus loin que ça. C'est que, en plus, par contre, si on rencontrait quelqu'un d'ailleurs, qu'on se déplaçait, ça suffit. Ces prénoms-là ne suffisaient pas, il fallait dire le nom de famille. Mais le nom de famille seul ne suffisait pas. Par exemple, pour ma famille, il fallait dire Fitzak, ça se dit comme ça en occitan, mais il fallait. Mais oui, mais si on disait ça, moi, ça m'est arrivé quand j'ai recommencé à parler la langue. Ah oui, mais d'où? Donc, il fallait dire Fitzak d'Abardine, ça veut dire de la ferme. Donc, la ferme, comme matrice, c'était un endroit fondateur. Et j'ajoute après, eh bien, il y a l'autre cercle de sociabilité, il y a les amis, il y a les ennemis, et donc il y avait le surnom. Mais le surnom qui n'était pas un simple surnom pour se moquer, qui devenait un vrai appellatif. C'était vraiment une manière d'appeler dans le cercle des amis, de ceux qui jouent au foot, de ceux qui allaient au bal, etc. Voilà, donc ça fait un tas de... Et ça, c'est la vie courante des hommes et des femmes que j'ai connus, moi, qui sont de l'âge de mon père ou de mes oncles. Voilà. Et on n'y échappait pas, surtout. C'est pour ça que là, vraiment, il y a quand même une emprise. Oui, c'est aussi quelque chose qui laisse pas forcément sa place à l'individu. C'est une manière de le tenir dans des mailles. Je le dis négativement, mais c'est quand même de le mettre dans des mailles, mais ce qu'il y a de bien avec plusieurs identités en quelque sorte, parce que tout ça pouvait se recroiser ou se passer, mais ça ne correspondait pas exactement. Voilà. Oui, donc ça parle de l'initiation, ça parle de exactement. La transmission de la grille de lecture, ça parle du secret. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, on voulait parler
La branle-bouillée, Oui. c'est ça, c'est comme ça qu'on... Alors, en occitan, c'est masculin, loup branle les bouillets, voilà. Qui peut s'appeler aussi loup branle les débouillets ou le loup branle le bouillet. En français, ça voudrait dire le branle, c'est un terme qui désigne une forme musicale dansée. Et bouillet, ça, du laboureur, le branle du laboureur. Le chant, si on veut traduire au plus proche de ce que c'est réellement, le chant du laboureur. Donc, fonction sociale, qui est rappelée tout de suite, et mode de chant qui est rappelé également. Et ça c'est important par rapport à on peut peut-être pas dire rite, c'est rituel, en tout cas, effectivement, vivant jusque dans les années 20. Et comment il se traduit, comment il se décrit Alors, la description, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un champ de travail. Ça rentre dans la grande catégorie des champs de travail que l'on a alors presque oublié en Europe. C'est marrant. Heureusement, quand je dis on a oublié, on a failli oublier. Il y a des gens qui se sont intéressés, qui ont fait il y a eu une mission qui s'appelait la mission Bruno, juste avant la guerre de 14, avec des machines pâtées pour enregistrer sur cylindre, et ils sont allés en Corrèze. C'est en ligne maintenant sur la Bibliothèque nationale, c'est faramineux, comment on peut entendre le grain de parole, comment on parlait, comment on s'adressait. Et puis après, il y a eu des disques, puis il y a eu des enregistrements, jusqu'à maintenant encore des enregistrements numériques. Mais ces champs de travail, on n'a pas fait attention, comme a fait par exemple, il est venu chez nous en Europe quand même, Alan Lomax, et on a oublié qu'on avait du blues, on a oublié qu'on avait on a oublié que ces chants-là, ils étaient dans le travail des champs, mais alors là pour le coup des villes, des usines, ils étaient complètement présents. Voilà. Et c'est un champ de travail, mais c'est un champ de travail un peu particulier, donc qui est lié au travail principal ou symbolique, on va dire prégnant du paysan à l'époque, le labourage. C'est-à-dire le travail la paire avec les bêtes et le travail de la terre. Donc il y a toute la... Là, on peut tirer une ligne, on a absolument, avec le fait que le chant s'adresse aussi au ciel, il y a un peu tout ce qui fait la mythologie paysanne, en tout cas, ou les restes d'une mythologie paysanne liée au vivant, on va dire. Et ce chant de travail, c'est un chant qui se fait très tôt le matin. On se lève avant c'est très bien décrit. Peyre-Bouissière, qui a fait le collectage dans la région du Haut-Agenais, a bien demandé aux gens, c'est très bien reconstitué. Donc un laboureur type, il se levait avant l'aube, il attelle ses vaches, et le temps qu'il attelle, déjà il chante. Mais à tue-tête, hein, c'est un chant, personne n'est levé, le coq n'est pas toujours non plus levé, c'est presque concomitant, hein, annonciateur ou parallèle. Et donc il se met à chanter à tue-tête, et quand il a attelé, il va au travail, et là tout le long du chemin, c'est important ça aussi, c'est un chant en cheminant. Et même après, quand on travaille, quand on laboure, on chemine, on marche. Et donc ce chant est chanté à tue-tête, y compris dans le chant quand on est dans la pièce, avec des pauses. C'est quelque chose qu'on lance comme ça, un peu comme les oiseaux. Finalement, quand on y réfléchit, l'oiseau qui se déplace, qui va lancer un module, et comme un oiseau, enfin comme certains oiseaux, avec des variations. Puisque quand le laboureur se retrouvait dans son champ, il y a un laboureur qui a dit, je vais retrouver la note, oui, il a dit à Pierre Boissière en occitan, « Correbumbicio per las cumbres ». Ça veut dire, ça, à la fois ça rebondissait, ça résonnait dans les vallées. Parce que d'autres laboureurs sont là. Et comme chacun a le sien, sur un module, mais il y a des variantes, chacun va chanter le sien, et des fois, s'il est en voix, c'est attesté, va broder des petites variantes, des petites improvisations. Mais il y a une base à ce chant qui permet de reconnaître la personne. Voilà. Et on peut se dire en même temps on parlait des chants de travail, que quand les laboureurs étaient à plusieurs, enfin, ou pas loin les uns des autres, c'est une sorte de chant à réponse finalement. C'est une manière, voilà, je suis là, on retrouve les oiseaux. Mais ça rappelle aussi d'autres chants de travail, comme les chants de moisson, où il y en a un qui commence, et un couplet, et l'autre, c'est pas une vraie réponse, mais va chanter le suivant, et ainsi de suite. Donc il y a,
à la fois une affirmation d'identité individuelle, mais qui est compliqué à les détailler. C'est pas l'identité de maintenant, moi je suis un tel. C'est plus profond parce que c'est une inscription dans un espace, dans un temps, dans un terroir. Et il y a quelque chose de l'ordre du collectif qui se joue. Et ce qui est encore plus étonnant quand on lit les philosophes qui étudient maintenant les oiseaux comme Vinciane Després ou d'autres, hein, ce n'est pas la seule, mais elle est vraiment intéressante sur ce sujet, c'est que dans les études que l'on fait du chant des oiseaux, il semblerait qu'il ne s'agit pas simplement de dire je suis là, c'est chez moi. Au contraire, c'est aussi un être ensemble. C'est aussi une manière de se côtoyer et pourquoi pas d'affirmer un certain plaisir d'être là. Pourquoi les oiseaux n'auraient pas plaisir? Et en tout cas, les chanteurs en parlaient de ce plaisir de chanter, d'être là à chanter. Et les chants dont on parle, c'est quoi? Tu as dit que c'était des chants personnels. Ouais. Ce sont des paroles, ce sont alors, des rythmes. Alors, ce que j'ai oublié de dire de manière essentielle, donc il y a le rythme, il y a un rythme particulier qui correspond à ce qu'on appelle le branle. Ça correspond à ce qu'on appelle le rondeau de l'autre côté de la Garonne. Voilà, d'ailleurs le rondeau qui est pour le coup une danse collective aussi, qui se faisait en rond et qui resserre aussi le collectif. Et donc ce chant est sur un rythme, sur un phrasé assez court, avec comme un oiseau, une attaque. Le meilleur exemple, ça serait d'écouter le rossignol. Je ne dis pas ça avec une attaque, ta 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 ta, et puis après et des variations comme ça, plus ou moins longues. Mais j'ai oublié de le dire, c'est important, chant totalement sans parole. Et dans l'esprit des gens, même si après Pierre a enregistré des branle-bouillets où effectivement il y avait quand même des paroles, on sait, et les gens même le lui disaient, oui mais ça c'était de 1940, on a perdu complètement, on se souvient qu'il y avait un chant qui se faisait avec les animaux, mais on a perdu complètement la réalité de ce chant. Ce chant est un chant totalement sans parole. C'est une enfilade de syllabes, un peu comme ce qu'on trouve dans des chansons populaires où il y a des tralala ou des formes juste qui sont là pour scander de façon musicale, mais qui font parler le corps, mais au-delà, enfin sans parole. Et dans ce dont tu parles, donc on voit qu'il y a une relation quasiment à la cosmogonie, une relation aux autres humains dans la vallée. Il y a une question de transmission, et tu parles beaucoup de la présence des oiseaux. C'est-à-dire que cette relation animal-humain, elle est structurante de ce que tu as découvert? Moi, je ne l'ai pas découvert. Je vais des fois, d'après certaines personnes, je vais des fois un peu loin dans l'interprétation parce que je pars de mon travail de poète, on va dire. Et on n'était pas toujours d'accord avec Pierre Boissière. Mais tout ce sur quoi je m'appuie, il faut le rendre, c'est Pierre Boissière qui a fait un travail vraiment il a pour le coup labouré le terrain vraiment de manière, en plus, d'un point de vue ethnologique, formidablement intéressant, à la fois engagé parce qu'il partageait un tas de valeurs et de choses avec ces gens, à la fois à provoquer, à aller chercher, parce que c'est pas toujours facile de faire remonter, mais à l'écoute, vraiment une empathie. Et les gens, j'ai rencontré une personne il y a quelques années qui l'avait connu, il disait qu'est-ce qu'il écoutait bien. Voilà. Alors ça, un paysan qui dit de quelqu'un qui est venu le chercher, qui est quand même pour lui un intellectuel et qui dit qu'est-ce qu'il écoutait bien, on pourrait broder sur longtemps. Donc je m'appuie sur Pierre Boissière, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve dans d'autres civilisations aussi, qu'on peut retrouver par exemple dans les... Alors je crois que ça s'appelle chez les... C'est vrai qu'il ne faut pas dire Lapon, tout d'un coup le nom m'échappe, chez les Samis, le Yuik, c'est-à-dire c'est un autre chant sans parole qui est censé chanter l'homme ou la femme dans son paysage, dans le paysage où elle est, tout d'un coup de relier complètement les liens. Et quand certains en parlent de ce Yuik, ils disent aussi qu'ils essayent de transcrire la nature.
ça peut être l'eau, ça peut être les pierres. C'est-à-dire que l'écoute, c'est pas forcément parce que la chose produit du bruit, c'est autre chose. Les oiseaux, forcément, parce que je crois qu'il y a peu de cultures qui sont capables d'être dans cette manière de vivre le monde, sans que quelque part il y ait les oiseaux ou un diable. En Occitan, par exemple, il y a quelque chose de symbolique, justement. On commence beaucoup de contes en disant Ero del temps que las bestios parlavan. C'était le temps où les bêtes parlaient. Alors, ça ne veut pas forcément dire notre parole. C'était un temps où, dans le vivant, on se comprenait. Et ça, dans beaucoup de contes et dans beaucoup de chansons, c'est une espèce de passé mythique qui revient de manière symbolique au moment de Noël, parce que Noël, c'est pareil, se plaque sur quelque chose du renouvellement, la naissance du Christ, on ne l'a pas mis là pour rien. Et comme par hasard, et ça c'est un conte que m'a raconté ma grand-mère, mais je l'ai retrouvé après un peu partout dans la zone occitane, si le paysan, juste avant l'heure de Noël, va dans sa ferme et se promène, il va entendre, il ne sait pas qu'il va entendre, les bêtes il les entend toute la journée, mais tout d'un coup il va les comprendre. Et les bêtes parlent. Et on imite leur bruit, ce qu'on appelle un mimologisme, on imite leurs cris, mais on les fait parler, en tout cas là pour que tout le monde comprenne, comme si elles parlaient comme les hommes là. Mais dans l'idéal, c'est pas ça, c'est une espèce de moment mythique où toute la création, en quelque sorte, on peut ce mot-là, était sur la même longueur d'onde. Et tu parles, on entend dans ton discours, et tu en avais déjà parlé, il y a cette notion de régénération, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par régénération? Et notamment, tu parlais aussi de ce chant, comme un chant qu'on a entendu sur des lits morts. Oui, alors ça, c'est très important parce qu'il me semble, alors là, toujours pareil d'un point de vue poétique, mais en m'appuyant sur ce qu'a collecté Pierre et sur quoi on a discuté, même si on n'était pas tout le temps d'accord. Là-dessus, il était d'accord au moins sur la base. C'est que on a quelque chose qui engage tout l'être. Là, il est évident qu'on a un chant sans parole qui est on ne peut pas, à une certaine époque, sortir si on est un homme qui travaille. Il y avait des femmes aussi, mais il n'a pas pu enregistrer des femmes. On ne peut pas, si on est un humain, qui sort à cette époque-là où ce lien qui se retisse avec la terre, qui est de l'ouvrir avant de l'ensemencer, on ne peut pas ne pas chanter. Comme par hasard, on chante un chant absolument sans parole. C'est absolument fondamental de le chanter, comme s'il y avait besoin de marquer, de s'accorder, puisqu'on marque ce moment qui est hyper important dans le cycle agricole, et comme si les hommes avaient conscience qu'il fallait s'impliquer dans ce moment-là, et comme si effectivement ils allaient ajouter à ce moment-là, eux-mêmes ils allaient conjuguer, un peu comme un affluent s'ajoute, ajouter leur souffle à quelque chose qui les dépasse. Il y a un cycle qui recommence, et il faut le maintenir. Et ça, cette idée de maintien du cycle, ça, il y a un tas d'autres, on n'a pas le temps d'en parler là, mais il y a un tas d'autres exemples qui le montrent, que c'était primordial chez les paysans, vraiment cette idée que les choses étaient cycliques, que si quelque chose s'était mal passé, on allait le payer parce qu'il y avait une sorte il fallait que ça revienne. Et là, pour ce chant-là, il y a effectivement une idée de redire qu'on fait un pacte avec la nature. Enfin, non, pas la nature. Parce que le mot nature, là, on ne peut plus trop l'employer dans nos sociétés occidentales parce que c'est vraiment quelque chose qui est très marqué. Puis en plus, c'est pas simplement que c'est très marqué et très en surplomb par rapport à d'autres cultures, mais c'est aussi le fait que ça convient pas pour décrire le vivant plutôt. Voilà, de refaire le pacte avec le vivant. Parce qu'on est avec des animaux, on travaille avec des animaux, on travaille la terre, et tout d'un coup, voilà, on va apporter ça. Et il se trouve qu'on en a au moins, il y a d'autres signes, mais il y a un signe pour moi qui est vraiment, il est extraordinaire. Je vais essayer de trouver exactement ce que lui a dit la dame. Voilà. Pierre Boissière, donc, quand il a collecté, il collectait femmes et hommes, et des fois il allait chez des gens où la personne était morte, et donc on lui parlait quand même, il s'intéressait à comment vous viviez, que votre papa ou votre maman chantait, qu'est-ce que... Et là, une dame a parlé de son beau-père.
C'est-à-dire que son mari, si je me souviens pas, n'a pas pu en parler. Mais elle a parlé de son beau-père. Et elle a dit, je vais raccourcir la citation, mais sur son lit de mort, à l'agonie, son beau-père cantava au bouillet. C'est-à-dire, il chantait, il poussait son chant, le sien, son chant de vie, en fin de compte, parce qu'un paysan qui va travailler. Donc, c'est quelque chose, c'est pas un paysan qui sent qu'il va mourir, puisque là, il le savait, il était vraiment dans quelque chose qui est très chrétien. Qui chante ça, il y a quelque chose qui est éminemment profond. On ne se met pas à chanter ça, il y a vraiment une idée, peut-être, voilà, c'est l'hypothèse que je fais, ça donne une idée de l'interprétation profonde qu'ils en avaient, oui, de se rajouter à quelque chose qui circule. Et en sachant qu'on va mourir, peut-être, alors ça je vais loin, mais moi, en tant que poète, je le vois vraiment comme ça. J'ai 2 dernières questions parce qu'on peut y passer des heures. Et je te les livre les 2 en même temps. Qu'est-ce que ça raconte de nos sociétés, la disparition de quelque chose qui, je n'entends pas, de l'ordre du savoir. Tu as dit le mot mythe, de rite, de pratique. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, et particulièrement de nos sociétés rurales? Et toi-même, en fait, tu vas loin dans ce que tu racontes. Comment tu te positionnes dans cet équilibre historien, ethnologue, poète? Comment on se sort de quelque chose où tu vas très très loin, je veux dire, tu vas loin. Ouais. Alors, d'abord, dans nos sociétés, ça explique peut-être justement que moi j'ai un manque et que j'essaie de le combler à ma façon, en réenchantant des choses peut-être, en allant peut-être un peu loin, mais il y a un manque qui est lié, alors essentiellement, même s'il y a eu, c'est vrai, en tout cas dans le côté que je connais bien, côté français, là où d'autres langues se parlaient aussi, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une manière de concevoir un pays, une manière de concevoir l'éducation, qui fait par exemple, ces chanteurs, ils ont compris à un moment qu'ils ne pouvaient plus chanter ça. Ça faisait d'eux des sauvages. Et ça, c'est un mot qui a été employé. Donc, voilà. Donc, ils étaient fiers de ça pendant des années. Ils ont continué à le chanter, malgré le fait qu'à l'école, on leur disait que voilà. Mais ils continuaient à affirmer quelque chose qui était une sorte de présence dans un terreau, qui était la langue, mais pas la langue au sens simplement linguistique. Quelque chose qui est de l'ordre, voilà, pour le coup, qui est vraiment du corps, qui est ce qu'on pourrait appeler la langue transmise, la langue du cœur, la langue de l'adhésion, la langue de l'inscription dans le pays. Et ils ont continué à chanter ça pendant un certain temps. Et puis la pression est devenue de plus en plus forte avec l'école, avec une certaine manière de centraliser en France, une manière vraiment volontaire de laisser de côté tout ce qui était ça, jusqu'au point de sentir qu'on en fait que ce qu'ils aimaient par-dessus tout était considéré par d'autres qui voyaient ça comme un truc de sauvage. Ben, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Parce que les dernières traces, je crois que Pierre Boissière, qui l'a relevé dans le Haut-Agenais, c'est en 1925. Parce qu'il réussissait à essayer de reconstituer quand est-ce que c'était encore... voilà. Donc, et en fait, c'est concomitant pas seulement de cette pression qui s'accélère au niveau de... c'est pas une pression consciente, c'est une manière de construire, de faire pays, quoi, hein, en quelque sorte, au sens de faire nation. Il y a quelque chose de bien plus fort que ça, parce qu'on attribue beaucoup à l'État, c'est les changements d'ordre de pratiques culturelles, de mode de vie paysanne, avec tout simplement la mécanisation. Et ça a vraiment complètement fauché l'ensemble. Voilà. Et après, ben moi, alors, comment résumer? Il se trouve que, comme je le disais au début, j'ai été exposé à tout ça quand j'étais enfant et que ça m'a... C'est pas une reconstruction, je reconstruis certainement des choses, parce que... Voilà. Mais, foncièrement, très profondément, ça m'a fasciné. C'est-à-dire que moi, cette manière de vivre, d'entendre des choses, d'avoir l'impression que ma grand-mère, j'étais persuadé dur comme fer, que ma grand-mère parlait aux vaches. J'avais pas conscience que c'était une langue. J'avais pas de questionnement linguistique. Je savais bien que c'était pas du français, mais j'avais pas une prise de conscience. Voilà. Et donc il y avait ça, le fait aussi qu'elle m'expliquait partout où on allait travailler, elle m'expliquait les noms de lieux. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait une cartographie qu'elle avait elle, et que tous ces endroits où moi je vivais, qui me touchaient profondément, ben, ils étaient, la langue en faisait partie, quoi. Voilà. Et comme j'ai décidé, quand j'étais instite,
de faire mon travail d'instit en essayant de faire mon travail d'instit en leur apprenant aux enfants, bien entendu, des connaissances scientifiques, en jouant sur leur appétence pour la construction de quelque chose mais en n'oubliant jamais que c'est formidable quand ils ont encore cet appétit et cette conception magique du monde. Et si on peut arriver à construire des enfants qui ont les deux, on fait de très bons scientifiques. Et si on discute avec de vrais scientifiques, on voit que beaucoup n'ont pas oublié et peuvent avoir cet élément qui vient les aider à questionner le monde en poète, parce que dans certains cas, ça peut être intéressant, quoi, voilà. Et alors la conclusion, c'est que malgré cette manière que j'ai moi de le percevoir, il me semble que j'essaie quand même de le travailler autrement, et que là, je suivrai bien Pierre Boissière, c'est-à-dire que tout ça, c'est de la tradition. Et alors, il y a une phrase que je voudrais lire parce que je trouve formidable. C'est d'une amie de Pierre Boissière, Evelyne Girardon, qui est une chanteuse et qui a travaillé justement à récolter elle aussi, et qui dit une chose formidable sur ce que c'est que la tradition et ce que c'est la sauvegarde d'un rituel. Et elle dit copier, simplement copier, ça serait tomber dans un esthétisme. Même un maniérisme, et surtout faire moins bien. Ça, j'aime beaucoup ça. Elle dit que ça serait faire moins bien. Et en fait, elle dit que le respect, si on a fait le travail d'aller vers les gens dû à ce répertoire, et à ceux qui l'ont porté, parce qu'il ne faut jamais oublier, voilà, c'est de voix en voix, de bouche à oreille pendant longtemps, ça impose à ceux qui veulent s'en saisir d'essayer d'investir une interprétation, mais dans une fonction nouvelle.